Bonjour et bienvenue dans Rwanda Regard Croisé sur la chaîne Rwanda 360. Dans cette émission, nous essayons de comprendre le Rwanda sous différents angles, son histoire, sa société, sa culture et les récits humains qui traversent les générations. Aujourd'hui, nous allons parler de littérature, mais aussi de mémoire et de transmission. Notre invité est un auteur, réalisateur, scénariste et il est aussi rescapé du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Ses principales œuvres et activités sont des livres comme Vivant, coécrit en 2019 avec Élise Delage aux éditions Utopia. Il a écrit Basculement, Rwanda 94, à l'aube d'un génocide. Et il a récemment écrit un livre qui s'appelle Les Muzungu ne craignent rien, qui sortira en avril 2026, qui est déjà en précommande et c'est pour cela que nous le recevons aujourd'hui. Il est aussi réalisateur et il a réalisé Vivant, les chemins de la mémoire en 2024, production Bao, et il est listé sur IMDb pour ce film et pour d'autres projets. Notre invité, c'est Valence Kabarali. Bonjour Valence. Bonjour Yvan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et cette émission sera présentée par Mugisha. Bonjour Mugisha. Bonjour à tous. Merci et vous pouvez continuer avec notre invité. Bonjour Valence, du coup. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre sur cette émission Rwanda Regard Croisé. Tu es notre premier invité. Ah, merci beaucoup. À titre personnel, j'ai participé à plusieurs de tes ciné-débats et je suis très fier aujourd'hui de t'accueillir du coup dans notre émission une chaîne diaspora, de la diaspora. Et du coup, le thème d'aujourd'hui, effectivement, c'est que grâce à ton parcours, on sait d'ores et déjà, pour ceux qui ont déjà lu tes livres antérieurs, que certaines histoires traversent les générations. La première question quand même, pour ce nouveau livre, ça va être, pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue rwandaise, peut-être d'expliquer la terminologie Muzungu, si tu veux bien. Expliquer un peu le titre. Alors, pour expliquer le titre, c'est que déjà, donc, tout à l'heure dans la présentation, Yvan il a parlé de mon ouvrage, et du coup, le Rwanda, le basculement, qui était une pièce de théâtre. Et donc, à travers la pièce de théâtre qui a été, parce que c'était une commande, en fait, je l'ai écrit pour un metteur en scène. Et du coup, donc, c'était une tournée d'1 an. Et après 1 an, du coup, enfin, je commençais à me demander qu'est-ce que je peux faire avec cet ouvrage. Et c'est avec, en fait, la pièce de théâtre que j'ai transformée en roman. Donc, pourquoi Muzungu alors? Donc, c'était ça la question. Donc, c'était pour, Qu'est-ce que voilà. ça veut dire déjà pour ceux qui ne connaissent pas le terme? Ceux qui connaissent pas le terme, moi, j'ai eu plusieurs explications. Je ne sais pas si c'est vrai parce que, voilà, parce que c'est vrai quand on écrit, on essaie aussi de faire des recherches. Le Muzungu, il paraît que c'est vraiment un mot rwandais, même si il est utilisé dans l'Afrique de l'Est. Mais c'est un mot rwandais qui vient du mot de Kuzungu, là. Donc, normalement, qui veut dire les Belges. Donc, vu que les Belges, quand ils sont arrivés, c'était après les Allemands. Donc, ils ont Kuzungu, là, ça veut dire les héritiers, en fait. Donc, en fait, c'était pour dire que les Belges, ils ont hérité le Rwanda après les Allemands. Donc, c'est pour ça qu'on disait Abazungu, donc qui vient du mot du Kuzungu, là. Mais après, ça, c'est une explication, mais est-ce que c'est ça, là? Voilà, exactement. Donc pour dire en tout cas que c'est un mot qui est utilisé au Rwanda pour désigner les Blancs ou les Européens, ou enfin les Occidentaux en tout cas, et après utilisé aussi dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est plutôt. De l'Est. Ok, donc les Muzungu ne craignent rien. Valence, comment est née cette idée de roman cette fois-ci? Parce que comme tu l'as dit, tu as déjà quelques œuvres déjà en ton actif, des pièces de théâtre, donc tu vois, voilà, tu es très prolifique sous différentes formes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ce nouveau roman, quelle est la genèse pour celui-ci, pour ce dernier?
Alors, la jeunesse, en fait, d'abord, j'écris beaucoup, donc notamment justement des pièces de théâtre. Normalement, je suis scénariste de formation, réalisateur aussi. Et du coup, j'écrivais pas mal de nouvelles, de petits textes. Et à un moment donné, du coup, on avait une pièce de théâtre qui s'appelait Tutsi, où c'était une pièce de théâtre, au fait, de rescapés qui témoignaient, enfin, sur scène. Donc, c'était vraiment une pièce de théâtre, en fait, basée sur vraiment des témoignages. Mais en ce moment-là, du coup, on était un groupe de rescapés à Lyon. Mais en ce moment-là, moi, il y avait quelque chose que je remarquais, c'est que en tout cas, les Français qui nous regardaient sur scène, à la fin, on discutait. Je me rendais compte que même s'ils étaient compatissants, ils étaient vraiment, ils disaient c'était terrible ce que vous avez vécu, mais j'avais l'impression, en fait, que c'est quelque chose qui sont très loin d'eux, en fait. C'est Hmm, une histoire qui s'est passée en Afrique, donc par les Noirs et pour les Noirs. Donc c'est comme si ça ne les concernait pas. Et là, hmm, moi, je me suis dit, mais comment je peux vraiment faire comprendre aux Français, donc aux Européens, comment je peux leur faire comprendre en fait ce qu'on a vécu vraiment. Donc l'idée, du coup, je me suis dit, il faut que cette histoire soit vécue par un blanc. Et en ce moment-là, du coup, j'ai eu l'idée du coup de cette pièce de théâtre où c'est une femme française qui est en couple avec un Rwandais, donc hmm. Tutsi. Et au moment du génocide, vous savez, enfin moi je connaissais quelques familles, en tout cas mixtes, où ils ont Oui, été tués pendant le génocide. Et du coup, je oui, suis parti sur cette idée-là. Et donc c'est une fille, c'est une femme rwandaise, non, une femme française qui est au Rwanda, mais en ce moment-là, elle est enceinte de son compagnon qui est Tutsi. Et à ce d'accord. moment-là, du coup, le Tutsi il se fait tuer, bien sûr. Et après, mais les génocidaires aussi, ils cherchent l'enfant que la femme portait dans son ventre. Donc l'idée D'accord. vraiment est partie par là. Donc et Ok. après, autour de ça, du coup, il y a toute une histoire parce qu'un roman quand même c'est long, il y a d'autres personnages, mais la Oui. naissance c'est là quoi. Mm. Ok, très bien, très bien. Et alors, du coup, quelle est la partie qui, en tout cas, quand on lit le quatrième de couverture, euh, tu fais référence à une image, en Oui. fait. Mm. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce choix euh, je dirais peut-être soit de rédaction ou en tout cas d'accroche. Oui. Euh, voilà, cette notion d'image et voilà d'où tu pars en fait pour dérouler le récit. Alors, du coup, vous avez compris, du coup, je suis réalisateur, donc l'image, c'est c'est quelque chose. De même quand j'écris des textes, c'est toujours, il y a ce côté vraiment image. J'ai envie que la personne qui lit mon texte, au fait, arrive vraiment à, à dessiner, à voir, quoi. Et là, Mhm. donc, je suis parti sur une famille en France. Donc, vous avez compris qu'en fait, c'est entre la France et le Rwanda. Et il y a Ouais, aussi un peu la Belgique, vous comprendrez, enfin les personnes qui vont lire le livre ils comprendront qu'il y a aussi la Belgique. Et, ouais, et donc il y a ce côté où cette famille-là, français, qui vont se retrouver en tout cas dans cette histoire-là du génocide perpétré contre les Tutsis. Si vous l'avez bien compris, en fait, du coup, la dame qui était au Rwanda en 94, elle a survécu, elle est en France. Et voilà, donc l'histoire part ok. par là, parce qu'elle, quand Ah, elle je est vois. arrivée, du coup, elle a continué sa vie comme, enfin, elle a voulu oublier comme beaucoup de rescapés. On sait Mhm. que des rescapés, on a envie vraiment d'oublier, sauf qu'on ne peut pas. On ne peut pas, c'est pas possible. En plus, même ici en France, on nous rappelle de ça, on nous rappelle qu'on est noir, on nous rappelle qu'on est les Africains, et du coup, on nous rappelle aussi que, entre autres, qu'on est rescapé. Donc, un Mhm. Européen, du coup, un Français qui arrive en France, c'est plus facile, en fait, de se fondre à la masse et enfin, de faire comme si elle n'a jamais vécu ça. Mais après, du coup, Mhm. vous allez comprendre comment elle va se retrouver, en tout cas, à cause de cet homme se fait arrêter en France. Donc, et là D'accord. aussi, vous savez qu'en Ok. France, il y a beaucoup de génocidaires. Donc, voilà, je pars D'accord. toujours sur des éléments images, en tout cas, qui peuvent exister. Et après, j'essaie, du coup, de raconter avec mon imagination, quoi. D'accord. Ok. Ok. Alors, en tout cas, ce que j'apprécie, et j'ai hâte de lire ton livre, c'est qu'effectivement, c'est une approche que j'apprécie particulièrement parce que pour les bons ou les mauvais moments, de toute façon, et dans tout ce qui touche à la mémoire et la transmission, l'image,
ça Mm. peut réveiller toute une mémoire, en fait, tout simplement. Mm. Donc, je Mm. pense aux pratiques qu'on a, par exemple, pour les vacances, d'envoyer des cartes postales, etc. Donc, juste une image, effectivement, peut nous ramener à des moments plus paisibles ou plus douloureux. Et dans le cas présent, on parle de quelque chose de très douloureux. Euh, Maintenant, mon autre question, c'était que dans beaucoup de familles, il y a des histoires qui ne sont pas racontées. Et pourtant, celles-ci existent. Alors, je voulais avoir ton avis là-dessus. Pourquoi est-ce que certaines ne sont pas racontées? Alors, je, au fait, je dis ça souvent, je raconte souvent par rapport au témoignage entre familles, en tout cas. C'est compliqué, en fait, de raconter son histoire à ses enfants. Voilà, c'est très compliqué. C'est pour ça que même, enfin, euh, pendant que je faisais, enfin, pendant que je fais des témoignages, souvent je rencontre des descendants de rescapés de la Shoah, où justement ils me disent D'accord, que c'est soit ils ont parlé avec, enfin, en fait, ce soit les grands-parents, mais c'est rare que ça soit de père en fils ou mère en fille, ou mère en fils aussi. C'est très compliqué, donc c'est souvent, ça saute une génération, et là on peut raconter à nos petits-enfants, mais c'est toujours compliqué de raconter à nos enfants. Et c'est pour ça que moi, je choisis justement l'écriture. Et c'est pour ça que même mon premier livre, du coup, Vivant, qui est mon témoignage, j'ai essayé de l'écrire dans une façon simplifiée, très simple, où justement, je sais qu'il y a beaucoup de collégiens, même des enfants, en fait, qui commencent à lire et qui peuvent lire mon témoignage parce que, apparemment, c'est pas très compliqué déjà. Et parce que aussi, je pensais à mes enfants. Je me disais que mes enfants, une fois qu'ils vont commencer à lire, je préfère qu'ils lisent mon témoignage avant de me poser des questions. C'est toujours, voilà. Et même d'accord, mes films, en fait, tout ce que je fais, j'essaye vraiment de... Je pense d'abord à moi et à ma famille. Après, ça plaît aux autres et du coup, ça me fait plaisir aussi. Mais souvent, je pense à mes enfants. Mais là, du coup, la question que tu poses, en fait, par rapport aux histoires qu'on raconte pas, que ce soit nous rescapés ou même, pire, en fait, les génocidaires, et même des fois même qui essayent de, comment dire, de transformer la vérité. Pour moi, je pense que c'est vraiment une très très mauvaise chose de transmettre à nos enfants le mensonge. Vaut mieux même d'accord, ne pas du tout lui dire quoi que ce soit, lui montrer un moyen de trouver. Donc, on peut les guider. Il y a quand même beaucoup de ressources, surtout le gouvernement rwandais. Quand on regarde sur les sites de Minugumwe ou d'autres associations comme Ibuka ou d'autres, on peut trouver beaucoup des éléments. Donc, au lieu vraiment soit de transformer l'histoire pour raconter ce qui nous arrange, parce que l'histoire ne change. Enfin, c'est notre président du Rwanda, le président Paul Kagame, qui avait dit que, comment dire, l'histoire où les faits sont têtus. C'est tout à vrai fait. qu'en fait, on ne peut pas, on transforme ou pas, de toute façon, tôt ou tard, ils découvriront. Donc, il vaut mieux vraiment ne rien raconter et essayer plutôt de les orienter pour trouver la vérité eux-mêmes, parce qu'ils trouveront de toute façon. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, c'est très intéressant. Je, Tu fais référence à des cas pratiques, justement. Enfin, ce que je comprends, et tu vas me dire si je me trompe, c'est que finalement, ces silences, ils ont une raison, déjà, que tu as très bien Mhm. exposé, et que finalement, le fait d'avoir des silences, plutôt que de raconter des histoires parce qu'on n'en a pas la capacité ou pour les raisons que tu as évoquées, finalement, disent quelque chose, elles racontent quelque chose, Oui. hein, Mhm. parfois. Et la question de la transmission, tu l'as très bien abordée, mais ces histoires, si on cumule les histoires d'une famille à une autre et qu'on les ramène un peu en macro, hein, si on dézoome un peu et qu'on le ramène à une nation, à une société, est-ce que du coup tu as réussi ou tu as un avis sur l'impact que ça peut avoir sur le récit collectif d'une nation, cette notion, lorsqu'on vit des moments en tout cas difficiles tels que ça a été le cas en 94 pour un pays,
Est-ce que c'est les récits que les gens se racontent ou ne se racontent pas ont une conséquence et est-ce que tu y as déjà pensé, réfléchi, est-ce que c'est abordé dans ton livre ou pas? Ah oui, bien sûr, même, enfin, même j'essaie toujours de le dire que, euh, Mhm. en fait, enfin, c'est une image toujours que je donne aux collégiens quand je vais témoigner dans les écoles ou quand ils me posent justement par rapport aux questions de raconter, de parler, de témoigner. Je leur dis qu'en fait, c'est même pas forcément pour nous qui ont vécu le génocide, ça peut être même n'importe quel traumatisme. Donc, n'importe quel traumatisme qu'on vit, en tout cas, si on ne le sort pas, si on ne le dit pas, quoi qu'il arrive, en fait, ça sort et il faut, du coup, le fait d'en parler, c'est de le sortir, c'est comment dire, de gérer la façon de le sortir. Je compare toujours avec les élèves, moi j'aime bien l'image, et du coup, je compare toujours comme si c'était un animal qui est en nous. Donc je dis que si on a un traumatisme, et que nous c'est le génocide, et ça peut être autre chose et pour d'autres, et si on le garde en nous, c'est comme un animal qui n'est pas dressé. Donc si un animal ne te le dresse pas, à un moment donné, il va être agressif et l'agressivité, on ne va pas la gérer. Alors que si on l'a D'accord. dressé, on peut justement même jouer avec et tout ça. Donc je dis que notre traumatisme, en fait, il faut essayer de l'adresser, quoi, de dire, OK, je peux sortir à un moment donné, je peux raconter ce témoignage-là parce que je sais comment je peux le gérer. Mais si on ne le sort pas, c'est comme ça des fois que, en tout cas, si tous nos rescapés on a des maladies, on a un mal de tête incurable, on a des... Enfin, donc, quoi qu'il arrive, ça sort à un moment donné, soit par l'agressivité ou soit par autre chose. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que je dis que justement, il faut soit essayer en tout cas, de la sortir, mais Oui, après, ça dépend aussi avec qui, comment et quand. Donc, c'est ça aussi ça, c'est... souvent le problème. Voilà. Ouais, ouais, Mm. ouais, ouais. Je te rejoins là-dessus à 100%. Et du coup, pour rebondir là-dessus, euh, tu- ces histoires-là, quand même, les récits familiaux, Mm. aujourd'hui, quand même, tous, à un moment donné, on s'appuie dessus quand même pour se définir en tant que, se définir son identité. C'est notre repère, la famille. Et Mm. du coup, est-ce que tu as un avis sur le fait que quand ces histoires réapparaissent, enfin, quand ces silences sont tenus dans la durée et que finalement les histoires sortent des placards, et dans la génération plus jeune, parce on a ce sujet, le Rwanda est un pays avec une Mm. population très jeune, une bonne majorité maintenant qui n'a pas vécu, qui n'a pas connu directement les événements de 94. Est-ce que tu as une idée de ce que cela provoque éventuellement chez les enfants de rescapés ou, enfin bref, voilà. Oui, parce qu'en fait, même là, c'est prouvé aussi que le traumatisme, en fait, on le transmet. Donc, ça veut dire que si ton traumatisme, en fait, il n'a pas traité, tu vas le transmettre à tes enfants. Donc, là, c'est prouvé, c'est connu. Donc, c'est pour ça que, justement, c'est très important comment dire, de traiter ça, de le traiter du coup en parlant ou en faisant d'autres. Enfin, parce que c'est pas forcément. Des fois, justement, il y a une sorte d'injonction qu'on donne aux rescapés, moi que j'aime pas Mm. beaucoup, c'est témoigner, témoigner, écrire. Enfin, non, non, enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, on peut sortir autrement. En fait, c'est pas forcément aller témoigner devant un public ou je sais pas quoi. C'est pas forcément écrire de son témoignage. C'est pas forcément. Non, il y a plusieurs façons de le traiter. Donc, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un travail. Il faut qu'il y ait un travail, mais de quelle façon? C'est ça, Ouais, c'est c'est tout le chacun, débat. voilà, exactement. Donc, c'est Tout pour le ça que débat. justement, on a besoin de le faire, parce que sinon, justement, on va le transmettre. Et du coup, comme tu disais tout à l'heure, sur une échelle familiale, après au niveau national, donc au niveau Oui, national, il y a pas mal de choses qui sont faites, mais oui, justement, il faut qu'on revienne aussi sur le côté famille, communauté, voilà, entre amis, entre collègues, voilà. Donc, il faut qu'on arrive aussi à créer ce dynamique en tout cas, de s'entraider déjà, oui. d'essayer d'écouter. Et justement, les silences aussi, il faut écouter les silences aussi parce que c'est pas parce Mm. qu'on parle pas on ne dit pas quelque chose. Enfin, donc voilà, il faut essayer en tout cas de se connaître déjà. Mm.
en tant D'accord. que Rwandais, quoi. En tant que Rwandais individu. Oui, c'est ça, individu et puis en fait en nombre Rwandais. Mhm. Et d'ailleurs, la notion de Rwandais, c'est quelque chose quand même de vaste. C'est pas quelque chose d'homogène. Et à ce titre, ton roman, il traverse plusieurs pays, comme tu l'as dit. Oui. Il y a plusieurs continents de concernés. Mhm. Et du coup, à ton avis, comment la mémoire change-t-elle en fonction de là où on vit? Ou alors, si je peux être un peu plus précis, est-ce qu'elle change quand on n'est pas sur le territoire national et donc qu'on fait partie de la diaspora? Est-ce qu'il y a psychologiquement un changement dans la perception de certaines choses? Voilà. Ah oui, bien sûr qu'il y a un changement parce que en fait, par exemple, pour donner l'exemple, c'est que moi, quand j'étais au Rwanda, parce que je suis parti après le lycée, moi, au Rwanda, par exemple, j'arrivais pas du tout à témoigner. Pourquoi? Parce que toujours, il y avait ce truc où je me disais, voilà, tel rescapé, il a vécu le pire que moi. Il y a ce côté de comparaison qui fait qu'en fait, des fois, on n'ose pas parce qu'on se dit, bah, là, enfin, moi, ce que j'ai vécu, c'est rien par rapport à ce que Yvan ou à ce que Moudisha a vécu. Donc, moi, j'ai pas grande chose à raconter. Et du Hmm, coup, quand j'arrive en France, je me rends compte que ce que j'ai trouvé normal, c'est pas normal, en fait. Le fait hmm, moi, je me souviens quand j'étais au lycée, le fait d'avoir quelqu'un qui a mon âge et qui a des parents, je trouvais ça pas normal. Enfin, comment oui, oui, il peut y hmm, avoir des parents? Et du coup, j'arrive ici, je me rends compte qu'il y en a même qui ont des arrière-grands-parents. Et du coup, c'est là que je commence à me dire, OK, en fait, par rapport à mon âge, en fait, je devais avoir mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents. Donc, à ce moment-là, du coup, donc là, c'est pour te montrer à quel point, en fait, par rapport à là où on est, oui. oui, ce C'est que rapport-là à la mémoire, l'environnement, effectivement, exactement. quand on contextualise la même expérience dans un environnement différent, tout de suite, les repères étant changés, Oui. oui, il y a tout de Mm. suite. Mais alors, du coup, moi, ce que je voulais aussi savoir, c'était que maintenant, c'est la mémoire vis-à-vis des événements que tu as vécu au Rwanda quand tu es maintenant à distance. En fait, un autre axe, et merci déjà pour ta réponse, c'est que ma perception, c'est quand on ne vit pas sur le territoire national ou d'origine, pour Mhm. certains, la mémoire, parfois, concernant le pays ou le pays d'origine, eh ben, elle est intensifiée. Parce Oui. qu'on se dit qu'on porte en soi des souvenirs, des récits, euh, et des parties, des fragments d'histoire qu'on a vécu là-bas, ou quand pour certains, ils font les va-et-vient entre les deux pays ou les continents, des fragments de moments, quoi. Voilà. Et donc, ce qui me fait penser qu'on peut quitter un pays, mais les histoires familières, en fait, elles voyagent avec nous. Et donc, je voulais savoir un peu sur ce plan-là, d'un point de vue mémoire, le fait de faire partie de la diaspora, quel impact ça pouvait avoir euh, chez toi et ou éventuellement si c'est quelque chose que tu traites dans ton livre. Ah oui, oui, non, c'est même exactement là, par exemple, Mozungu ne craignait rien, vraiment, ça parle de ça, en fait. Comment dire, quand on est ici, comment l'expliquer? Donc, ça veut dire que, justement, comme tu l'as dit, en fait, il y a cette. Comment dire? J'essaie de trouver les mots justes parce Oui, oui. que c'est une question un peu. Voilà. Déjà, nous, ici, il y a ce côté, justement, quand on pense au Rwanda, il y a ce côté où euh, on a déjà, nous, notre mémoire, nos vécus et tout ça, mais il y a ce côté aussi où on est presque représentant du Rwanda. Et du Hmm, coup, moi, partout là où je vais, même quand on nous pose des questions, ça c'est dans un autre livre qui va sortir aussi, donc qui est sorti d'ailleurs, sur le racisme d'accord. ordinaire. Il y a ce côté où Ok. déjà on nous voit comme un Africain. On commence Hmm, déjà voilà, à t'identifier comme soit sénégalais, soit voilà. Et après, ouais, une fois on précise qu'on est rwandais, et du coup, il y a son mémoire qui arrive. Et en ce moment-là, du coup, moi, c'est même ça vraiment les éléments que j'ai mis dans ce livre. Ou même au début, il y a quelque chose qui m'a agacé aussi, c'était quand tu disais que tu étais rwandais, c'est la première chose, c'est est-ce que tu es Hutu ou tu es Tutsi? oui, tout à fait. Ça aujourd'hui, je pense que
il y a un travail vraiment du Rwanda qui a été fait à partir dans les années 2010, où aujourd'hui, quand on dit on est rwandais, d'abord on pense à Visit Rwanda, on pense à la beauté du pays. Mais Oui, avant 2010, je ne sais pas si oui, oui, il y en oui, a qui vont comprendre ça, c'est avant 2010, quand on disait on est rwandais, la première question c'était tu es Hutu, tu es Tutsi. Et ça, moi, ça a commencé à m'agacer un peu parce qu'il y a ce côté aussi où, en Occident, il y a ce côté où ils voient le monde en binaire, c'est soit les oui. méchants ou les gentils. Du coup, le fait Mhm. de t'identifier en tant que donc, Tutsi, donc tu es victime, tu es parmi les Mhm. gentils, et Hutu, tu es parmi les méchants. Donc, c'est Mhm. pour ça que dans ce livre-là, en fait, il y a un personnage, donc là, le personnage qui se fait arrêter Oui. Et voilà, de le départ, et donc qui est Hutu qui justement, reçoit le qui a vide. participé au génocide, mais j'ai essayé de montrer son parcours pour La montrer que, complexité, en fait. Tu as essayé voilà, de exactement, ramener de pour la montrer en fait complexité. que Ouais. Oui, c'est pas une question de méchant ou de gentil, c'est une oui, question aussi liée à la colonisation, liée comment dire. Donc à la fin, en fait, il n'y a pas de méchants et des gentils, oui. il y a tout simplement une histoire, et c'est ça que je voulais vraiment raconter dans ce livre. Donc Mais il n'y a voilà, pas de donc parti pris, finalement, d'après ce que je comprends. j'ai pas compris. Tu n'as pas de parti pris dans ton roman, en fait. Tu Non, essayes non, juste non. de présenter les faits et voilà. Mm. Oui, non, non, en fait, j'ai essayé, enfin, ce que moi j'essaie en fait de faire, c'est que je n'ai pas de parti pris, enfin, Oui, à part justement sur l'histoire, comment dire, l'histoire, le témoignage, parce que le témoignage, en fait, c'est pour ça que le témoignage comment dire, c'est une arme efficace pour combattre contre le négationnisme. tout Parce à que fait. là, en fait, pour moi, que ce soit mes livres, que ce soit mes films, en fait, la première chose que je vis, c'est combattre le négationnisme. Donc, ça Oui, veut dire que si on lit, par exemple, le Muzungu ne craignait rien, à la fin, j'ai pas envie qu'on juge. Donc, j'ai envie justement qu'on comprenne vraiment ce qui s'est passé et que ce soit cet enfant-là d'un génocidaire, en fait, qu'il ne va pas voir son père ou sa mère comment dire, comme un diable, en fait, pour oui, comprendre, en oui, fait, oui. même si son père a participé au génocide, quel est le schéma, en fait, et qui est arrivé jusqu'à là? D'accord. Voilà, quel est le parcours de, des Hutus des années de Kayibanda, des années de Habyarimana, quelle est l'éducation qu'on donnait en ce moment-là pour Tout qu'on à fait. arrive à faire ce qu'ils ont fait, quoi. Tout Donc à fait. voilà. Donc le parti pris pour moi, justement, c'est vraiment le témoignage, seulement le témoignage, sans juger, sans dire, voilà, lui, ce qu'il a fait, voilà, non. C'est pas la personne, au fait, c'est ce qui a été fait, au fait. Non, mais Le problème, c'est pas. Voilà. non, mais j'apprécie que tu le dises parce qu'en fait, c'est pas Oui, forcément le cas de tous les ouvrages. C'est pour ça oui, que c'est oui, intéressant que tu puisses le développer et que ton oui, parti pris, c'est le témoignage et finalement les faits. Et qu'à partir de là, ben, effectivement, il y a des conclusions à avoir, mais exactement. elles sont basées sur ce qui s'est passé et non pas sur ce que tu as voulu passer comme message. Donc, Exactement. c'est très important et c'est ce que j'apprécie dans les œuvres que j'ai eu l'impression, que je connais pour l'instant de ta part et que voilà, j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, Vince, euh, comme tu l'as dit, tu as commencé par le théâtre, ensuite tu as écrit des livres, tu es dans tout ce qui est, tu es réalisateur. Euh, Pourquoi est-ce que tu as choisi, j'ai presque envie de dire encore, la fiction? Euh, enfin, tu as déjà fait des documentaires, certes, Oui. mais Oui. pourquoi est-ce que tu n'aurais pas pu partir, enfin, tu as fait le choix de la fiction. Est-ce que c'est parce que c'est plus simple, tu arrives à passer des messages plus simplement que quelque chose qui aurait été plus de l'ordre du documentaire? Enfin, voilà, ou est-ce que c'est venu à toi? Voilà, pourquoi la Alors, fiction? Ouais, pourquoi la fiction? Parce que c'est vrai que je sais quand même il y a beaucoup de réticences par rapport aux rescapés de faire des fictions sur le génocide. C'est le cas de la Shoah. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas tout ce qui est fiction, voilà. Parce que c'est vrai que la réalité parle elle-même. Mais moi, je suis parti sur la fiction. Pourquoi?
parce que je me suis rendu compte c'est même pour ça que j'ai fait le documentaire et que j'ai écrit, c'est que je me rendais compte qu'il y a les étrangers qui n'ont pas vécu cette histoire-là, qui travaillent sur ça. Donc, qui font des fictions, qui font des documentaires. Donc, à un moment donné, je me dis, mais en fait, on est capable aussi de le faire. Pourquoi ne pas le faire? Donc, et là, D'accord. c'est un des éléments. Mais le deuxième élément, c'est que je me suis rendu compte que en fait, tout ce que je voulais transmettre, je pouvais le faire en témoignage, justement. Ou voilà, mais je me suis rendu compte que le fait de partir sur une histoire fictive, ça me permet au fait de passer tout ce que j'ai envie de transmettre. Donc, dans cet ouvrage-là, je voulais parler du Rwanda aujourd'hui, donc le développement du Rwanda aujourd'hui. J'ai voulu transmettre la politique du Rwanda parce que ça aussi, c'est des questions qui reviennent souvent ici en Occident où on juge toujours l'Afrique, un président, ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir, un tel. Donc ça, moi, ça m'agace aussi. J'avais envie D'accord. aussi de transmettre, au fait, et de montrer pourquoi le Rwanda, on a choisi la politique qu'on a aujourd'hui, pourquoi Oui. voilà. Donc j'avais envie aussi de transmettre ça. Et ça, du coup, il y a beaucoup des éléments que, si on lit le livre, vous allez trouver, du coup, où je voulais D'accord, vraiment d'accord, transmettre d'accord. tout ça. Donc, je Et du note pour coup, moi aussi, quand je ferai l'explication de ton livre à venir, c'est que tu parles de la politique d'union nationale. oui, Du Rwanda. exactement, exactement. Parce que là, je trouvais que c'était important aussi de le dire parce que je me rends compte, même quand j'écoute, même parmi les Rwandais, il y en a qui n'arrivent pas à différencier entre justement la démocratie consensuelle, comme on a choisi au Rwanda, comment dire, la démocratie Démocratie conflictuelle, au fait. Donc, conflictuelle, ouais, c'est ça. et là, moi, je trouvais que c'était bien aussi d'essayer de le faire passer. Donc, voilà. Et quoi d'autre? Donc, voilà, Non, mais le Rwanda c'est très clair. aujourd'hui, le choix justement même de l'écologie. Donc, il y a beaucoup de choses que j'avais envie de faire passer et le faire en témoignage, c'était presque pas possible parce qu'il y a beaucoup de choses. Et ce qui est bien, du coup, dans un roman ou dans un film de fiction, c'est qu'on peut vraiment passer tout. Il suffit juste qu'on ne dévie pas. Et du Oui, coup, je pense que ça a été même, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps sur le livre, parce que ça m'a pris au moins, l'idée déjà, il est là depuis 10 ans, mais ça m'a pris ah au oui, moins 3 4 ans pour vraiment tout écrire. Et c'est parce que justement, il y avait tout ça que je voulais essayer de faire passer, mais sans dévier, voilà, pour que ça soit logique, quoi. Mais d'accord. Bah, écoute, Valence, la Oui. conclusion. Ouais. vous êtes très actif en France depuis des années Mhm. pour la mémoire, pour la commémoration, pour l'éducation sur le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Vous parlez aussi du Rwanda d'aujourd'hui, la perception aussi qui a évolué en Occident depuis l'époque où les gens ne connaissaient que les génocides et aujourd'hui où les gens peuvent connaître différentes facettes du Rwanda. Comment vous voyez justement l'évolution aussi sur la mémoire en France où vous êtes, au moment où on voit de plus en plus un discours négationniste assumé, au moment où on voit de plus en plus on va dire des discours débridés. Et puis au moment où le Rwanda aussi se retrouve avec une majorité de la population qui a moins de 30 ans, qui est née après le génocide contre les Tutsis. Comment vous voyez l'évolution aujourd'hui depuis que vous avez commencé à être actif en France? Où est-ce que ça va selon vous et cette jeunesse, comment vous arrivez aussi à l'intéresser à cette histoire qu'ils n'ont pas connue, mais qui est aussi leur histoire, c'est leur héritage. Comment vous arrivez à les intéresser, à les rendre participants? Alors, c'est une très, très bonne question. Justement, c'est à partir de ça, en fait, de faire des fictions, de faire des documentaires, de faire même la musique, enfin bref. Donc, je pense que, comme tu dis, en fait, là, aujourd'hui, même, je crois que même on est sur un point de bascule parce que il y a beaucoup justement, comment dire, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de fausses informations, il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup justement, de notre jeunesse, en fait, qui a, qui a, comment dire, donc, comme on parlait tout à l'heure, en fait, il y a des génocidaires qui
au lieu justement de ne rien transmettre, en fait, parce que ce qui était aussi un bon choix, qui ont transmis leur idéologie génocidaire. Donc, et là, du coup, on est dans une période où tout ça se bat, en fait. Et du coup, je pense que de toute façon, quand on est sur la côté de la vérité, de toute façon, il faut se battre. Et moi, du coup, c'est ce que j'essaie de faire en témoignant, en essayant justement de transmettre comme ça dans une façon, enfin, en fiction, parce que des fois aussi, les jeunes, en fait, et qui n'ont pas envie aussi de lire peut-être des témoignages, ils préfèrent aussi de partir sur une fiction, parce que c'est plus peut-être digérable aussi. Et du coup, je pense que c'est ça, en fait. Il faut qu'on continue à ce qu'ils savent créer, de créer, ce qu'ils Mhm. savent parler, d'essayer de parler, justement sur les réseaux sociaux. Donc, moi, par exemple, je suis incapable d'aller sur X pour tweeter quelque chose. Mais Ou voilà. est-ce que justement vous remarquez euh, que votre projet réussit dans le sens que cette jeunesse à laquelle vous vous adressez reprend le relais? C'est-à-dire, ils reprennent le relais, ils commencent à créer avec leur façon de voir, avec leur code de leur âge, etc. Est-ce que vous voyez, voilà, qui reprennent le flambeau, entre guillemets, ou alors c'est encore difficile? Alors, peut-être parce que moi, là, je vais commencer là. Parce que moi, la cible, c'était pas du tout de la jeunesse rwandaise. Moi, moi justement, qui est arrivé en France très jeune, et, comment dire, j'ai milité ici en France. Et du coup, moi, vraiment, c'était essayer de transmettre à la jeunesse française où j'évoluais. Et surtout, parce que je savais qu'il y avait beaucoup, beaucoup aussi de fausses informations, justement parce qu'il y a nous, des rescapés, mais il y a ces enfants-là aussi, des génocidaires aussi qui sont là. Du coup, il y avait ce côté où il fallait se battre aussi sur cette bataille-là. Et du coup, moi, la bataille, c'était vraiment la jeunesse française. Et sur ce point, je suis satisfait parce que depuis justement là, qu'il y a même le génocide contre les Tutsis et dans les manuels scolaires. Et aujourd'hui, il y a Mhm. beaucoup, beaucoup de profs, il y a beaucoup des écoles qui nous appellent. Et moi, je vais, par exemple, là, même là, en mars, j'ai plusieurs écoles où je vais aller. Et là, quand j'arrive là-bas et quand je sors, quand je vois les messages des jeunes qui m'envoient sur Instagram, sur Facebook, qui m'envoient des messages, tout ça, et là, je me dis que j'ai réussi. Et après, justement, comme tu dis, là, je pense que là, il faut que j'arrive aussi à m'intéresser au Rwandais, à la jeunesse rwandaise. Et là, je vais essayer de trouver le moyen. Mais je pense que oui, il faut le faire, il faut. Et du Ouais. coup, en très peu de mots, euh, si un jeune lecteur découvre ton livre, là, celui que tu as fait aujourd'hui avec le public cible dont tu as parlé, Mhm. qu'est-ce que tu veux qu'il retienne là, aujourd'hui? Là, aujourd'hui, en fait, c'est ce que j'aimerais que les jeunes, surtout là, les Rwandais, parce que là, ce livre est là, vraiment, je pense qu'il va intéresser à la jeunesse rwandaise. Parce que aujourd'hui, c'est ça le cible, en fait. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que on comprenne, en fait, l'histoire. Il faut Ok, comprendre que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est lié vraiment à notre histoire, à l'histoire du Rwanda. C'est lié ok, à l'éducation. C'est lié, en fait, moi, j'ai envie vraiment de pointer le doigt à l'éducation. Et j'ai envie d'accord. que les jeunes Rwandais arrivent à comprendre l'histoire, pas par ce que leurs parents les racontent, parce que les parents racontent par rapport aussi à notre histoire. Le Rwanda, aujourd'hui, c'est là où on commence à écrire l'histoire commune, mais depuis longtemps, chacun trimballait l'histoire personnelle, en fait, par rapport à ce que D'accord. sa famille lui a transmis. Donc, j'ai envie de dire aux Compris. jeunes aujourd'hui, en fait, d'essayer de comprendre l'histoire, mais la vraie histoire, quoi. Et alors, du coup, en une phrase, avant de se quitter, de terminer, est-ce que cette expérience, le fait d'écrire ce livre, est-ce que ça t'a changé d'une certaine manière? Ah oui, oui, beaucoup. Brièvement. Oui, Ouais. ça m'a vraiment changé parce que ça m'a permis justement de faire des recherches
Et il y a beaucoup de choses aussi, moi, que j'ai compris parce que, justement, je disais souvent dans mes premiers ouvrages, je disais que moi, qui a connu le génocide à 7 ans, je connais l'histoire du Rwanda où je connaissais mon histoire à partir du génocide. Avant le génocide, je me souviens de rien. Mais je, D'accord. mais je me souviens de tout ce que j'ai vécu du premier jour du génocide jusqu'au dernier jour. Et Ok. ça, je l'ai expliqué dans le livre Viva parce que justement, quand on perd, en fait, parce qu'on me pose souvent cette question-là, on me dit, mais Vanessa, pourquoi tu te rappelles de tout? Je dis, en fait, c'est parce que une fois qu'on perd la famille, parce que moi, mes parents, ils ont été tués de très, très tôt. Et après, j'ai dû vivre, en fait, avec mon petit frère qui avait 1 an tout seul, à 7 ans, m'occuper de mon petit frère qui avait 1 an. Et du coup, ça veut dire, en fait, que je gardais tout pour, non seulement pour ma famille, mais pour aussi mon petit frère, pour pouvoir le Mhm. raconter plus tard. Donc, et donc c'est pour ça qu'après génocide, pour le coup, moi, je ne cherchais pas à dire enfin, qu'est-ce qu'on a vécu, pourquoi on a vécu ça et tout ça. Non, non, Mhm. c'était, je voulais vraiment connaître la cause. Quand est-ce que ça a commencé vraiment? Et du coup, quand on D'accord. s'intéresse à ça, c'est là où on s'intéresse à la colonisation, mais on va même vraiment plus loin. Pourquoi la colonisation? Même pourquoi la colonisation a commencé tard au Rwanda? Même Mhm. pourquoi, en fait, le Rwanda n'a jamais été colonisé? Parce qu'on dit la colonisation, mais ce n'est pas une colonie, c'était protectorat. Donc, Il y a des nuances, oui, c'était un truc. exactement. Ouais, Donc, et tout à là, fait. tout ça vraiment est lié au génocide. D'accord, Et d'accord, est lié d'accord. aussi à la guerre du coup de la libération du Rwanda, parce que Mhm. pour moi, c'est la vraie indépendance. Quand on regarde le parcours d'autres pays en Afrique, en fait, qui ont eu l'indépendance, on voit que notre indépendance est vraiment a commencé. La guerre du FPR, en fait, contre le gouvernement de Habyarimana, c'était la guerre de l'indépendance, en fait. C'était vraiment pour se libérer des Européens, quoi, des colons. Et là, du coup, D'accord. moi, ça m'a permis de comprendre tout ça. Ce Donc, ça livre, t'a Java, ça beaucoup, m'a vraiment beaucoup, transformé, quoi. Voilà. ça t'a beaucoup transformé, effectivement, et je vois qu'il y a un grand travail qui a été fait derrière Mm. pour produire ce livre que j'espère que nous aurons l'occasion de lire très prochainement. Donc, je rappelle sa sortie le 3 avril 2026. Merci beaucoup, Valence, pour Merci, cette merci beaucoup. conversation. Merci d'avoir partagé avec nous ton regard sur l'écriture, sur ces histoires qui traversent les générations. Et merci beaucoup, du coup, à Rwanda 360 de nous avoir permis de produire cette émission Rwanda à regard croisé. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle conversation.